Avant de commencer à regarder la vidéo, foncez voir l'épisode 8 et revenez ici bien évidemment. Après 8 longues semaines, le season final est enfin disponible. Que vous ayez été déçu ou non, il est indéniable que les visuels et la qualité des dialogues étaient somptueux dans cet épisode. Malheureusement, il nous faudra attendre 2 ans pour sa suite. Mais dans ce final pas si explosif qu'attendu, il y a une scène extrêmement étrange qui va rendre fou internet. La dernière vision de Daemon. Durant nos vidéos, on vous avait déjà expliqué le pouvoir très étrange que certains Targaryens peuvent acquérir durant leur vie. Un pouvoir permettant de voir l'avenir et donc prévenir des dangers que peuvent rencontrer la Maison du Dragon. Ce pouvoir s'illustre à travers des rêves prophétiques ou dans de simples prémonitions. Daenerys Targaryen, dit la rêveuse, avait vu le fléau de Valyria, et Laena Targaryen faisant plusieurs prémonitions étranges durant la série, ou alors Daenerys Targaryen voyant littéralement la fin de la guerre pour le trône de fer 6 ans avant son couronnement. Mais comme on vous l'avait déjà présenté, le rêve prophétique le plus important et le plus connu est le rêve d'Aegon le Conquérant. Si vous voulez des éléments plus précis sur ce rêve, n'hésitez pas à voir notre vidéo sur l'épisode 4 qui le détaille beaucoup plus. Mais pour comprendre ce qu'a vu Daemon, il faut un minimum savoir ce que Aegon le Conquérant a observé durant son rêve. Il aurait aperçu la longue nuit causée par les marcheurs blancs, événement de la saison 8 de Game of Thrones. Aegon foresaw the end of the world of men. To begin with a terrible winter. À la suite de cette prophétie, il aurait gravé sur la dague en acier valérien: de mon sang viendra le prince qui fut promis. And his will be the song of ice and fire. Seul un Targaryen pourra sauver le monde des vivants face aux morts. Mais concernant Daemon, n'étant pas héritier au trône de fer, il n'a jamais entendu parler de cette chanson qui se transmet de roi en héritier. D'où ce fameux dialogue dans l'épisode 10 de la saison 1. A song of ice and fire. The coming war against the darkness in the north, the conqueror's dream. Viserys shared it with me when he named to me heir. My brother was a slave to his omens and portents. Anything to make his feckless reign appear to have purpose. Dreams didn't make us kings. Dragons did. Pour autant, Daemon, à travers tous ses cauchemars, viendra ne plus espérer ce qu'il a toujours convoité depuis qu'il est jeune, la couronne. You always wanted it, Daemon. Do you want it still? C'est pour ça que cette vision aura d'autant plus de sens, surtout qu'un traître de Rhaenyra viendra lui demander de prendre le trône à la place de la seule et unique reine. If you declare yourself, your lords will follow you. I never took you for a turncloak, Sir Alfred. Maintenant, prenons le temps de décortiquer chaque plan de la fameuse vision. Au début, Daemon voit l'arbre où repose un personnage très important de la mythologie de George R.R. Martin, la corneille à 3 yeux. Si le personnage visible juste après vous paraît être inconnu, c'est normal car c'est la fameuse corneille à 3 yeux, mais plus jeune. Le même personnage que rencontrera Bran des centaines d'années plus tard. Son vrai nom est Bryden Rivers. On ne prend pas trop de risques à vous spoiler qui il est, car on ne le verra pas dans House of the Dragon. Techniquement, c'est un bâtard Targaryen né de l'union d'Aegon IV Targaryen et d'une de ses maîtresses, Mélissa Nerbosque. Nous ne savons pas le lien de parenté entre Willem Nerbosque et Mélissa Nerbosque. Pour rappel, Willem est le personnage exécuté par Daemon devant tous les seigneurs du Conflans dans l'épisode 7 de la saison 2. Ce qui nous assure que c'est bien Brynden dit le freux sanglant, c'est sa tache sur son visage. Dans l'histoire des 7 couronnes, les différentes corneilles à 3 yeux lutteront pendant des années face au roi de la nuit. He'll come for me. He's tried before, many times with many three-eyed ravens. Why? What does he want? An endless night. He wants to erase this world, and I am its memory. C'est pour cela que juste après, Daemon verra les fameux marcheurs blancs du rêve d'Aegon le Conquérant. Et à l'inverse, ensuite il verra de nombreux dragons morts par terre. Il voit ici sûrement la fin de l'ère des dragons. Sûrement un événement qu'on verra dans la saison 3, auquel cas, nous n'allons pas nous étendre là-dessus. Pareil pour le plan d'après, où nous voyons Daemon sous l'eau. Par contre, le champ de bataille, où gisent de nombreux corps inanimés avec le sang des morts, cela fait sûrement référence à la bataille de Winterfell entre les vivants et les morts.
Par la suite, on verra la comète rouge qui est apparue en Essos et Westeros en l'an 299 après la conquête. Elle est apparue le soir de l'enterrement de Khal Drogo, le jour où les dragons de Daenerys et la maison Targaryen renaîtra du feu. À la suite, on voit de dos Daenerys avec ses bébés dragons, Drogon, Viserion et Rhaegal, le dernier plan de la vision de Daemon et sa femme Rhaenyra Targaryen sur le trône de fer. Toute cette vision prophétique n'est pas comme les cauchemars liés à Harrenhal, qui au final ne sont que de pures hallucinations. Tout ce qu'il a vu sont des événements qui arriveront. C'est pour cela qu'à la suite, lorsqu'il aura compris ce que lui raconte la vision, il comprendra son rôle dans cette guerre, faire de Rhaenyra une reine. For every one of us who falls, 100 of them, there will be no mercy. We fight for our queen. Daenerys Targaryen, la princesse qui fut promise, la reine des dragons de Game of Thrones et du sang de Rhaenyra. Et faire d'elle une reine mettra fin à la longue nuit. Pour ce qui est de la discussion avec Elaena, on peut voir ici une référence à ce que Alice Rivers disait à Daemon dans l'épisode 6. There are older things in this world than you, or I, or a living memory. You are not the player, but a piece on the board. It's all a story. And you're but one part in it. You know your part. Toute l'intrigue de Daemon dans cette saison est effectivement un peu floue, mais son but est clair maintenant. Il doit aider par-dessus tout Rhaenyra et laisser de côté son rêve le plus cher. The realm's only hope is a leader who can unite it, and my brother chose you. Lui, qui trouvait son frère fragile, viendra à parler comme son aîné à la fin. He was afraid to be seen in my shadow. Is that what you understand of your own brother? Oh, you know him better than I do. Who was raised at his side? Do you believe he made you heir because of your great wisdom? Because of your virtue? Maintenant que la saison est finie, beaucoup de questions restent en suspens concernant la suite. Et même connaissant les futurs événements grâce au livre, certains points nous paraissent un peu flous. L'une des dernières scènes de l'épisode où Rhaenyra et Alicent discutent à Père Dragon est une totale création de la série, ce qui était aussi le cas de leur discussion à la fin de l'épisode 3. Si on vous dit ça, ce n'est pas pour rien, car ça va changer drastiquement la danse des dragons. En effet, Elaena et Alicent ne sont pas censées partir de Port-Réal, et puis surtout, où est-ce qu'elles pourraient partir? Notre théorie serait qu'elles aillent toutes les deux à Villevieille. Mais surtout, est-ce que Elaena va retrouver son dragon? Pour rappel, le dragon d'Elaena est son cheveu qu'on avait vu dans l'épisode 6 de la saison 1. Helena. She does not ride. She has no taste for it. She may yet be compelled. Ce dragon est hyper important pour la suite de l'histoire, et savoir qu'Elaena n'est plus à Port-Réal va vraiment changer la suite de la série. Pareil pour Otto Hightower, qu'on n'avait plus vu depuis l'épisode 2, mais ici se retrouve dans une cage. Bien donc plusieurs interrogations. Dans l'épisode 6, Aemond demande à Larys Ford de ramener Otto à Port-Réal pour pouvoir le conseiller. Every king needs a hand. And make it your responsibility. My prince, it is an honor I've never considered for myself. Not to serve as hand, you towed to fetch him. Send word to Otto Hightower. My grandsire may be overcautious, but his devotion to his family has never been in doubt. L'ancienne main du roi est sûrement dans une cage dans la calèche d'Aegon et Larys Ford, étant donné que c'est ce dernier qui était en charge de ramener le grand-père du roi, même si le plan où on le voit recroquevillé est assez étrange et surtout assez sombre. Au début de l'épisode, Larys dira à Aegon qu'il a assez d'argent pour vivre à Braavos grâce à la banque de fer. I have, over the years, in anticipation of little bumps in the road, moved the greater part of Harrenhal's gold reserves to the Iron Bank in Braavos. We can live well and remain until what is coming has passed. Sauf que la calèche a l'air d'être encore à Westeros et non à Essos. Bien évidemment, on se doute qu'au début de la saison 3, on les verra quitter le continent. Mais encore une fois, ceci est une création de la série, car à aucun moment, le roi brûlé n'est censé partir de Westeros. À ça, on peut aussi rajouter que la suppression du personnage de Horty permet au personnage de Daemon de ne plus jamais trahir sa femme Rhaenyra, car dans les livres, Horty, bâtard de Targaryen, qui réclame le dragon voleur de moutons, sera la maîtresse du roi consort à Harrenhal. Et dernier élément qu'on apprend dans cet épisode qui change par rapport au livre,
est la mort du dragon Dagon. Dans les épisodes qui ont suivi la bataille de Repos des Freux, plusieurs personnages soulevaient le doute concernant la potentielle mort de Feu du Soleil, mais le roi mettra fin à ces doutes puisqu'il le dira lui-même. My dragon is dead. On ne va pas trop vous spoiler, mais cela va aussi changer la suite des événements, car malgré le fait que Feu du Soleil soit quelque peu endommagé après sa danse avec Meleys, il n'était pas censé mourir à la suite de cette bataille. Et durant la toute dernière scène, les armées des Verts et des Noirs seront bien présentes. La flotte de Corlys, la flotte de la Triarchie avec Tywin Lannister et Lothar, l'armée des Hightower avec Daeron Targaryen, petit frère d'Aegon avec son dragon Tessarion, l'armée des Lannister avec Jason Lannister, l'armée des Stark avec Rhaegar Stark, et pour finir, l'armée du Conflant avec Daemon. Sans parler de tous les dragonniers se préparant à la guerre. C'est assez évident qu'on verra de grandes batailles au début de la saison 3, la bataille du Gosier et la bataille de l'Hydromel. Sauf que ces batailles ne sont pas censées se passer en même temps. Sûrement une bataille sera rajoutée, ou alors la série nous prépare quelque chose auquel personne ne s'attend. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre 2 ans avant que la guerre commence réellement. Pour finir en beauté son voyage à Essos, le maître Adrien visitera Braavos. Donc encore aujourd'hui, je vais m'occuper de tous les petits détails que vous avez sûrement ratés dans l'épisode de Queen Who Ever Was. Le titre de l'épisode de Queen Who Ever Was est clairement un clin d'œil au nom de Rhaenys de Queen Who Never Was, mais cette fois-ci pour désigner Rhaenyra. Corlys, lui, viendra renommer le serpent de mer pour faire honneur à sa femme. My ship is no longer the Sea Snake. She was a testament to my own glory. I've given her a new name. The Queen Who Never Was. Corlys, I thank you. What I do now, I do for her. Et si vous n'aviez pas encore les yeux humides quand Corlys a prononcé ces mots, sachez qu'au devant de la proue du bateau, il y a un buste de Rhaenys. Le personnage joué par Abigail Thorne, qui est d'ailleurs une youtubeuse assez connue, est Lothar Sharako. Effectivement, dans les livres, le personnage de Lothar était un homme, mais le Lothar Sharako que l'on voit dans la série est aussi grandement inspiré d'un autre personnage de l'univers de Martin, Raquelio Rindun, dit la reine Raquelio. Lui aussi est un homme, mais surnommé reine puisqu'il aimait beaucoup se jouer des codes de genre, étant donné qu'à Essos, Raquelio aimait s'habiller en femme et parfois jouer les prostituées. He says there is a Tyroshi general there, a giant, they say, who dyes his beard purple and wears women's frocks. Cela est d'autant plus intéressant que dans la série, il joue sur l'ambiguïté de son genre avant de la voir à l'écran et qu'en plus de tout ça, Abigail Thorne a fait son coming out trans en 2021. Ceci est un choix assez intéressant et subtil pour fusionner deux personnages qui avaient tous les deux un rôle à jouer pour la suite des événements dans les livres. Pour continuer sur le personnage de Lothar, elle rencontre Tywin dans une des 3 cités libres qui composent la Triarchie, Tyrosh, Myr et Lys. Si on se base sur les livres, il devrait sûrement être à Tyrosh dans la série, car normalement c'est Otto Hightower qui va voir la Triarchie pour demander de l'aide, et en l'an 129 après la conquête, le Haut Conseil de la Triarchie se réunissent à Tyrosh pour accepter ou non l'alliance avec les Verts. Le choix d'envoyer Tywin au lieu de Otto a d'autant plus de sens puisque dans les livres, Tywin est maître des navires et grand argentier de la couronne comme dans la série. Alors que le prince régent Aemond a pris peur après avoir vu les dragons des Noirs, il a décidé de brûler Pointe-Vive, siège de la maison Bar Aemon. On vous en avait déjà parlé dans notre vidéo sur le 6e épisode, donc si vous voulez plus d'infos sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir. Juste avant de partir de Port-Réal, Larys Fort appellera Aegon le Victorieux, le Pacificateur et le Bâtisseur. Malgré que l'appellation ne soit pas exactement la même, il ferait en fait référence à 3 grandes figures de Westeros. Pour le Victorieux, on peut penser à Aegon le Conquérant, qui a gagné toutes ses batailles en Westeros pour unifier les 7 couronnes. Pour le Pacificateur, il parle de son arrière-grand-père, Jaehaerys I Targaryen dit le Conciliateur, considéré comme le meilleur roi de l'histoire. Et pour le Bâtisseur, c'est assez étrange, mais seul un personnage dans l'histoire de Westeros a été appelé ainsi, et il s'agit de Bran le Bâtisseur. C'est le créateur de la maison Stark, de Winterfell et du Mur. Pour revenir une dernière fois sur la scène de la vision de Daemon, juste avant qu'il touche le Baral et observe le rêve d'Aegon le Conquérant, il verra un homme vert. Dans le lore de Martin, ces étranges personnages sont ceux qui auraient permis la paix entre les premiers hommes et les enfants de la forêt. Ils seraient les gardiens de l'île aux Faces, lieu où résident de nombreux Baral avec des visages. C'est la première fois qu'on voit un homme vert, pourtant ils ont une importance capitale dans la création de Westeros. Mais malheureusement, un peu comme les enfants de la forêt, après la conquête de Westeros, on entendra beaucoup moins parler d'eux. Si je n'ai pas notifié ce personnage
personnage dans la partie sur la vision de Daemon, c'est principalement car je ne vois pas vraiment ce que viendrait faire ce personnage, si ce n'est rendre la séquence encore plus mystique. Dans la scène à Harrenhal, les chevaliers et seigneurs du Conflant criant pour la reine Rhaenyra est un joli parallèle à la toute première scène de House of the Dragon. En effet, environ 30 ans auparavant, s'est tenu le fameux Grand Conseil de 101 dans la même salle. Conseil qui a élu Viserys comme héritier de Jaehaerys à la place de Rhaenys. La même salle sacrera la cousine du 5e roi, la reine qui ne le fut jamais, et aussi sa fille, la seule et unique reine. Dans la toute dernière altercation entre Alicent et Rhaenyra, la reine mère portera pour la première fois de la série depuis l'épisode 5 de la saison 1, une robe d'une autre couleur que le vert. Pour rappel, le vert chez les Hightower est la couleur de la guerre. The beacon on the high tower. Do you know what color it glows when Old Town calls its banners to war? Green. Toujours dans la même scène, on peut y voir un grand parallèle avec la dernière scène de l'épisode 3. D'abord, Rhaenyra vient voir Alicent pour discuter d'une paix, lorsque Rhaenyra était en situation de faiblesse, là où Alicent pensait gagner avec son fils devenu roi. Maintenant, c'est exactement l'inverse. Alicent vient voir Rhaenyra là où elle sera complètement dépassée par la brutalité de son deuxième fils. Quant à elle, Rhaenyra est confiante avec ses 3 nouveaux dragonniers. Les deux scènes se finiront de la même manière. It's too late, Rhaenyra. Alicent. It's too late. Alicent. Et pour appuyer encore plus ce point, les deux séquences auront la même musique, All Must Choose de Ramin Djawadi. Durant la toute dernière scène, qui fait office de gros teasing pour la saison 3, on est d'accord, on pourra avoir 2 nouveaux dragons. D'abord Tessarion, le dragon bleu et rouge, avec son dragonnier Daeron Targaryen, dernier enfant de Viserys et Alicent, dont on vous avait parlé de nombreuses fois. Ce dragon est assez jeune, et il devrait faire à peu près la taille de Vermax, le dragon de Jaehaerys. The third brother is untested. Has never left Old Town, and his dragon is younger than Vermax. Il est surnommé la Reine Bleue. Ensuite, Rhaena verra voleur de moutons. Il est décrit comme étant le dragon le plus moche qui ait jamais existé. Même si effectivement, il n'est pas aussi beau que Feu du Soleil, il est néanmoins plus joli que Vhagar et Vermithor, qui sont plus vieux que lui. Et comme dit plusieurs fois, normalement, ce dragon est réclamé par Horty et non par Rhaena, même si ce personnage n'existera donc jamais dans la série. Et pour finir sur une note un peu plus légère, bien que malheureuse, l'épisode de Queen Who Ever Was est l'épisode le moins bien noté de toute la série, à cause de la déception d'un final qui donne plus l'impression d'un teaser que d'une vraie fin de saison. La saison est maintenant finie, donc c'est la fin des décryptages des épisodes. Mais la prochaine fois, on se retrouvera pour analyser la saison 2 dans son entièreté.